Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Gérard Larcher, Madame la rapporteure, chère Marta Tzidrac, Madame la rapporteure pour avis, chère Anne-Catherine Loisier, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire, cher Hervé Maurey, Madame la Présidente de la Commission des affaires économiques, chère Sophie Primas, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs. Alors, je vois que c'est l'émotion qui me subjugue, si je puis dire, puisque j'ai peine à parler devant votre Assemblée. N'y voyez là aucun signe, si ce n'est bien du respect, une volonté de commencer sur le bon pied. Merci. Les Grecs nommaient kairos, l'art de saisir une occasion au bon moment et de prendre une décision forte. Et c'est ce kairos que j'invoquerai devant vous ce matin au moment de vous présenter le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. C'est en effet le moment d'agir. La planète se dégrade, nos enfants respirent mal, 200 espèces disparaissent chaque jour et l'artificialisation des terres menace la baisse du réchauffement tout comme la biodiversité. Les périls climatiques exigent des actes concrets. Et vous, ici, vous le saviez mieux que quiconque, mesdames et messieurs les sénateurs. Cette décision, il est venu le temps de la prendre. Avancer résolument vers une société où il fait mieux vivre. Je crois que c'est le projet qui, au-delà de nos choix politiques, nous anime. C'est passer de notre société actuelle, qui est caractérisée par beaucoup d'excès, à une société où chacun peut mieux se déplacer, mieux se loger, mieux se nourrir, vivre dans un environnement plus propre. C'est aussi avoir un emploi qui ait du sens. Chacun y a droit. C'est finalement donner à chacun la possibilité, quelle que soit sa condition sociale, de pouvoir participer à un projet plus grand, celui de la construction d'une société où la prospérité n'est possible que si elle passe aussi par celle de la planète et celle des hommes. Or, le XXIe siècle me semble caractérisé par deux crises, qui parfois s'expriment avec violence, comme cela a pu être le cas ces derniers mois avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est une crise sociale et une crise écologique. Crise sociale parce que la mondialisation économique, telle que nous l'avons connue depuis les années 90, a fait émerger des inégalités sociales croissantes. Un nombre de Français se sentent exclus de ces bénéfices et éprouvent un sentiment de perte de contrôle. Crise environnementale ensuite, parce que nul ne peut désormais ignorer la destruction accélérée de notre biodiversité, la hausse du niveau mondial des émissions de gaz à effet de serre aussi. C'est la raison pour laquelle je suis persuadée qu'une véritable transition écologique ne peut voir le jour dans notre pays que si elle est un instrument de lutte contre la crise sociale. Pendant trop longtemps, nous avons opposé les questions sociales aux questions environnementales. Pire peut-être, nous les avons hiérarchisées, les secondes demeurant l'angle mort des premières, ponctuellement ressuscitées, mais jamais au cœur de nos politiques publiques. Mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, sans prétendre épuiser la profondeur de ce vertigineux défi, j'ai la conviction que le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire dont nous débattrons peut constituer une brique importante pour y répondre dans notre quotidien, sur nos territoires et à l'échelle nationale aussi. C'est la raison pour laquelle je suis persuadée qu'une véritable transition écologique ne peut voir le jour dans notre pays que si elle est un instrument de résorption de la crise sociale. La transition écologique ne sera acceptable par nos concitoyens que si elle est créatrice de richesses économiques, d'emplois, d'amélioration de pouvoir d'achat et plus largement de mieux vivre partout sur nos territoires. J'ai conscience, mesdames et messieurs les sénateurs et les sénatrices, que le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire arrive à un moment particulier, un moment politique particulier. Après une crise née notamment du rejet d'une fiscalité écologique trop lourdement ressentie par les ménages les plus modestes, mais dans le même temps, une période de mobilisation sans précédent de la jeunesse en faveur du climat et d'une sensibilité très forte dans toutes les couches de la société aux enjeux écologiques. Conscients de l'urgence écologique qui les affecte dans leur vie quotidienne, épisodes de chaleur, sécheresse, incendies sans précédent, les Français exigent d'une part les moyens pour agir chaque jour à leur échelle contre le gaspillage des ressources de la planète, et d'autre part, ils exigent aussi que les efforts soient équitablement répartis. Ils exigent en somme que chacun, citoyen, élu,
entreprises agissent au maximum de leurs facultés pour enclencher de nouveaux modes de production, de nouveaux modes de consommation et d'alimentation. Ils nous demandent de construire une société dans laquelle chacun a le pouvoir de faire, comme le dit Amartya Sen. C'est donc bien le sens et la finalité d'un capitalisme de surconsommation presque vorace que les Français interrogent aujourd'hui. Ils nous demandent d'agir pour passer d'une société du tout jetable à une société économe de ses ressources et respectueuse de l'environnement, pour passer à une société du tout réutilisable. Nous voulons transformer notre système productif pour mettre la préservation des ressources naturelles en son cœur. Cela suppose de supprimer les emballages inutiles, encourager le réemploi, développer la réparation et, en dernier recours, avoir recours au recyclage. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est l'économie du XXIe siècle qui permettra de redonner du sens au capitalisme. L'économie circulaire, c'est aussi une réponse à ceux qui voudraient nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre choix entre croissance et décroissance. Je crois qu'il y a une voie médiane et que c'est à nous collectivement de la dessiner. Cette loi entend installer un cadre pour transformer notre pacte productif et donner aux Français les moyens de consommer autrement. C'est pour répondre à cette attente sans précédent que nous souhaitons désormais nous attaquer à la réduction de toutes les formes de gaspillage. Toutes les formes de gaspillage, à commencer par celle que constitue la poubelle des Français. Car les déchets ne sont pas une rivalité triviale. J'ose le dire, les déchets, c'est une de mes passions. Pourquoi ? Parce que les déchets disent beaucoup. Exactement, monsieur le sénateur. Et pourquoi donc ? Parce que les déchets disent beaucoup de ce que nous sommes, de qui nous sommes, de notre rapport aussi aux choses et à la nature. Marcel Mauss, un auteur qui m'est cher, disait que c'est en fouillant un tas d'ordures que l'on peut savoir tout d'une société. Qui peut lui donner tort ? Et après la révolution hygiéniste du XIXe siècle, qui aura vu l'explosion des déchets des villes, après un XXe siècle qui aurait été celui de la prolifération des produits à usage unique, nous devons construire un XXIe siècle qui sera celui de la consommation sobre, celui de la fabrication de produits de qualité, faits pour durer des années, faits pour durer en étant réparables, réutilisables et en fin de vie recyclables, pour que rien ne se perde plus. Pourquoi ? Pour que nos gestes quotidiens sortent de leur mécanique absurde, pour qu'ils deviennent des vecteurs de lien avec la nature qui nous entoure plutôt que de saccage de celle-ci. Finalement, c'est remettre du sens dans nos vies quotidiennes. En France, on produit 5 tonnes de déchets par an et par personne, 600 kilos de déchets ménagers, 700 kilos de déchets des entreprises, autant pour le seul secteur du bâtiment, et 2,7 tonnes, plus que la moitié pour le secteur des travaux publics. Aujourd'hui encore, selon les évaluations les plus conservatrices, 200 millions de bouteilles en plastique sont jetées dans la nature chaque année en France et seuls 26% de nos déchets plastiques sont recyclés. Près de 30 ans après la dernière grande loi sur les déchets de 92, on continue encore massivement à envoyer les déchets dans des décharges saturées ou pire, à les déverser parfois dans la nature sous forme de dépôts sauvages, parfois encore en les envoyant à l'étranger, dans des pays émergents, comme si ceux-ci pouvaient tolérer longtemps de servir d'exutoire à nos propres excès. Ce projet de loi répond donc à la fois à des enjeux environnementaux, à des enjeux de développement économique et d'emploi, et à des enjeux de souveraineté pour la France. C'est cette réconciliation entre le social et l'écologique, entre le développement économique et la protection de l'environnement que nous demandent les Français. D'abord, laissez-moi vous parler un peu des enjeux et des impacts derrière cette loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. D'abord, les impacts environnementaux à la fois en termes de ressources naturelles et de climat. En favorisant le réemploi, en favorisant la réutilisation, la réparabilité, la longévité des produits, nous voulons réduire la consommation de ressources naturelles et de production plastique. Nous entrons dans l'ère du post-plastique. C'est la raison pour laquelle les filières REP, responsabilité élargie des producteurs, devront désormais prévoir dans leur cahier des charges des objectifs chiffrés de réemploi des matières concernées. De même, les écomodulations doivent permettre de lutter contre le suremballage, comme a été souligné par de nombreuses ONG environnementales. Je pense à Tara Océan, à Zero Waste ou à beaucoup d'autres.
Enfin, dans le système de consignes proposé, et j'y reviendrai, aucune consigne pour recyclage ne pourra être mise en place sans que les collectivités en aient décidé. C'est un message que je souhaiterais affirmer parce que j'ai entendu les travaux en commission. La question du recyclage et des impacts en matière de recyclage de cette loi. Même si le recyclage est très très loin d'être une fin en soi, je crois que ça, nous nous l'accordons tous. Et j'ai entendu les travaux de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. C'est une des solutions pendant la phase de transition et il répond lui aussi, le recyclage, à certains défis environnementaux majeurs. En recyclant le plastique, on évite l'importation de pétrole et on réduit les émissions de CO2. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réduire drastiquement à la source la production de plastique. Je l'ai dit, j'y reviendrai. Mais lorsque nous avons du plastique, eh bien, il faut essayer et faire tout notre possible pour le recycler, parce que là, on évite l'importation de pétrole. Et donc, on réduit les émissions de CO2. L'objectif, d'ailleurs, que vous avez réaffirmé, de 100% de plastique recyclé, permet par exemple d'éviter autant d'émissions de CO2 que la fermeture des 4 dernières centrales à charbon françaises. Ce projet de loi est donc au cœur de notre stratégie pour aller vers une société neutre en carbone d'ici 2050, conformément à l'accord de Paris et aux objectifs qui nous engagent. Ensuite, laissez-moi vous parler des impacts en termes d'emploi et de développement économique. On estime qu'il existe un gisement de 300 000 emplois supplémentaires. Mais ce ne sont pas des emplois qui seraient dans quelques métropoles, ce sont aussi des emplois locaux, territoriaux, non délocalisables. Ce sont aussi des emplois qui couvrent toute la palette de qualifications dans les domaines de l'éco-conception, de la réparation, du réemploi, du recyclage, en particulier des plastiques, et les nouveaux services qui sont liés à l'économie de la fonctionnalité. Pour rappel d'ailleurs, recycler ou réparer une tonne de déchets permet de créer 10 fois plus d'emplois que de l'enfouir. Ce sont également de nouvelles opportunités pour l'économie sociale et solidaire qui représente aujourd'hui 10% de nos emplois et qui doit grandir, qui doit prendre plus de place encore. Si ce nouveau modèle nécessite une transformation industrielle profonde avec de forts besoins d'investissement, 4,5 milliards d'euros pour moderniser et augmenter nos capacités de recyclage sur les 5 prochaines années, il renforcera les atouts du Made in France, du fabriqué en France, et notre indépendance économique, notre indépendance industrielle et par là même aussi notre indépendance politique. Enfin, il y a aussi les impacts en termes de souveraineté pour la France. Comme je le disais, il faut être cohérent. On ne peut pas mettre une taxe sur le carbone pour devenir moins dépendant de pays tels que l'Arabie Saoudite d'un côté et laisser les ressources nécessaires pour réaliser la transition écologique, je pense par exemple aux métaux rares, dans les mains d'autres pays, et notamment asiatiques, de l'autre. C'est donc, mesdames et messieurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, avec autant d'ambition que d'humilité que je suis devant vous aujourd'hui. Ambition, parce qu'il en faut pour relever ce défi, et je sais que vous serez au rendez-vous. Vous nous l'avez déjà montré. J'aime à penser que vous et moi, eh bien, nous sommes comme le Morel de Romain Gary, qui, lui, ne s'est pas désespéré. Humilité aussi, parce que je sais que ce combat, il a commencé il y a longtemps. Je sais que mes prédécesseurs de tous les bords politiques ont déployé des efforts considérables depuis près de 30 ans, que députés, que sénateurs sont engagés depuis de nombreuses années sur ces sujets, et que sur le terrain, au quotidien, maires et élus locaux se battent tous les jours, parfois au péril de leur vie, pour gérer les déchets de leur territoire. J'ai évidemment une pensée aujourd'hui, ici, pour Jean-Mathieu Michel, maire de Signes, dont la mort nous place collectivement face à nos responsabilités. Et qui nous rappelle aussi combien ce sont les élus locaux, ceux des territoires, ceux que vous représentez, qui font la politique de gestion des déchets en France, qui sont finalement aux premières lignes de la transition écologique et solidaire, et ce texte est pour eux. Je m'inscris dans la continuité de cet héritage et je veux rendre hommage à tous ceux qui ont participé à cette grande aventure, celle de la responsabilité élargie des producteurs inscrite dans le droit français dès 1975, celle du bac jaune, celle de l'éducation aux gestes de tri, celle des centres de collecte et de recyclage et des initiatives innovantes qui servent chaque jour l'intérêt général et le bien vivre sur nos territoires et que nos élus locaux s'attachent à mettre en œuvre depuis des années et des années. Je sais que ces 30 années de politique publique dans la continuité desquelles je m'inscris font que la France est aujourd'hui reconnue pour le travail remarquable qui a été effectué sur ce sujet.
Et je veux à ce titre remercier non seulement les élus engagés, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, avec qui j'ai eu l'occasion de beaucoup échanger, mais aussi les organisations qui représentent les élus des territoires. Et je me souviens de nombreuses discussions, voire dîners qui sont beaucoup prolongés, pour discuter et élaborer collectivement ce projet de loi anti-gaspillage. Mais nous devons aller encore plus loin. Pourquoi ? Parce que la donne a changé. Notre système public de gestion des déchets est de grande qualité, je l'ai dit précédemment. Mais il n'a jamais été pensé pour atteindre des performances de collecte qui soient proches de la perfection. Or, lorsqu'il s'est construit, nous partions presque d'une page blanche. Et donc, aller et avoir des objectifs de performance tels que nous les atteignons aujourd'hui, c'était déjà colossal à réaliser. Nous l'avons réalisé. Les élus locaux, les territoires, tout ça s'est fait en France. Aujourd'hui, ce que nous disent les Français, c'est « merci ». Il faut aller encore plus loin. La marche est encore plus haute. Ils nous demandent de faire un grand pas en avant, et vite. Ils veulent de nous l'excellence. Ils attendent, et ils ont une tolérance zéro pour le gaspillage. Faire ce pas en avant, c'est-à-dire passer de 26% d'emballages plastiques collectés et recyclés à 90% par exemple, comme l'exige l'Union européenne, exige de nouvelles pratiques. Et c'est en grande partie l'objet aussi de ce projet de loi. Ce projet de loi, comment est-ce que nous l'avons bâti ? C'est avant tout le fruit d'une longue concertation qui a duré 1 an et demi. Et je reconnais ici, dans l'hémicycle, des visages avec lesquels nous avons beaucoup travaillé et je voudrais les remercier. C'est une concertation de 18 mois avec l'ensemble des acteurs, au travers de nombreux groupes de travail thématiques qui ont conduit à la réalisation de plus d'une centaine de réunions, qui ont mis autour de la table des élus, des chefs d'entreprise, des associations. C'est aussi 2 consultations en ligne du public. C'est aussi le grand débat qui a beaucoup contribué à l'élaboration et au contenu de la loi. C'est aussi l'expérience tirée de la mise en œuvre des 50 mesures de la feuille de route de l'économie circulaire dont la mise en œuvre a démarré dès avril 2018. Pardon. Et donc, je veux aussi remercier les parlementaires, et vous en particulier, mesdames et messieurs les sénateurs, de votre travail tout au long de cette concertation. Je veux le dire ici parce que ce projet, nous l'avons co-construit. Et tous les acteurs, porteurs parfois d'intérêts contradictoires, y ont été associés. Alors que le débat s'engage dans cet hémicycle, je veux dire ici combien il me semble presque évident, logique, que ce soit votre Assemblée, que ce soit le Sénat qui soit saisi en première lecture de ce projet de loi. Parce que les déchets, c'est la ressource territoriale par excellence. C'est évidemment un des très grands champs d'action publique des élus locaux que vous représentez. Il m'apparaît donc évident, indispensable, que les discussions et les débats commencent ici. Ce projet, il a été pensé dans l'intérêt des collectivités territoriales et des territoires. Tout d'abord parce que ce projet de loi organise un transfert massif de charges qui repose aujourd'hui sur les collectivités et donc sur le contribuable, sur les administrés des élus, un transfert vers les filières économiques qui émettent ces déchets. Au total, l'extension du périmètre des filières pollueurs-payeurs, des filières de responsabilité élargie des producteurs et les mesures pour lutter contre les dépôts sauvages représentent un gain, au total, de 500 millions d'euros par an pour les collectivités. Je parle bien d'un transfert de 500 millions d'euros par an. Regardons dans le détail. Aujourd'hui, la gestion des dépôts sauvages sur les territoires représente une charge pour les collectivités qui est comprise entre 340 et 420 millions d'euros. Une charge financière, une charge psychologique aussi, je l'ai cité. Faut-il encore rappeler le maire de Signes ? Mais ce sont ça, les montants colossaux qui sont en jeu. Les déchets du bâtiment, à eux seuls, hors dépôts sauvages, coûtent 100 millions d'euros par an aux collectivités. Dans des proportions moindres, mais tout de même significatives, la prise en charge de lingettes imbibées coûte aujourd'hui 161 millions d'euros aux collectivités. 10 millions d'euros aussi pour les jouets. 30 millions d'euros pour les produits chimiques qui ne sont pas encore couverts par la REP existante sur les déchets diffus spécifiques. 6 millions d'euros pour les mégots. 14 millions d'euros pour les articles de sport. 5 millions d'euros pour les articles de bricolage. À cela s'ajouteront aussi peut-être de nouvelles filières REP qui ne manqueront pas d'être discutées dans le cadre des débats parlementaires. Au total, hors dépôts sauvages, ce sont donc environ 300 millions d'euros qui sont transférés vers les collectivités via ces nouvelles filières. Et donc plus de 500 millions d'euros par an si nous prenons à bras-le-corps le défi des dépôts sauvages. L'objectif de ces nouvelles filières REP,
il est de transférer la charge des collectivités vers les industriels, d'alléger la poubelle de nos contribuables, de nos concitoyens. Ensuite, parce qu'au-delà de l'impact financier, le dispositif mis en place dans le cadre de la REP bâtiment est profondément en faveur des collectivités. À la suite de la mer du Mort-de-Cygne, j'avais annoncé que je réunirais les acteurs de la filière du bâtiment et de la construction et des associations d'élus. Chose promise, chose due, une réunion s'est tenue le 5 septembre dernier. Je remercie d'ailleurs certains d'entre vous qui étaient présents. Elle a été l'occasion de créer un consensus autour du principe de la reprise gratuite des déchets du bâtiment dès lors que ceux-ci ont été triés au préalable, et ce, au 1er janvier 2022. L'étude de préfiguration de ce système démarchait ce jour-ci sous l'égide de l'ADEME. Ont également été annoncés un système de traçabilité qui va permettre de mieux identifier où sont produits les déchets, leur parcours et leur destination. Un observatoire national de la gestion des déchets qui sera aussi mis en œuvre dès septembre pour consolider l'ensemble des chiffres par territoire. Un travail en commun aussi, qui vise à planifier la localisation de nouveaux points de collecte des déchets pour les professionnels pour augmenter le maillage territorial existant. Parce que dans les zones rurales en particulier, il n'y a pas assez de déchetterie. C'est encore un poids qui pèse sur nos élus. Enfin, une mesure d'exonération de la TGAP pour les collectivités résorbant leurs décharges sauvages. Ce consensus, dans le cadre d'une concertation responsable, va nous permettre, si vous adoptez cette disposition, de changer durablement la donne pour résoudre une difficulté délaissée depuis des années sur les territoires. Également aussi dans ce projet de loi, parce que les REP sont, de manière plus structurelle, un instrument pour assurer sur tous les territoires une croissance économique, une réindustrialisation, le Made in France, des emplois durables et non délocalisables. Dès lors que le déchet devient une ressource, dès lors que le déchet n'est plus ni brûlé, ni enfoui, il constitue une matière première et devient une ressource à exploiter. C'est le cas du plastique, bien sûr. Il faut en priorité le réduire à la source. Je l'ai dit et nous y travaillerons. On estime que le recyclage d'1 million de tonnes de plastique permettrait la création de 3 000 emplois industriels. Nous mettons sur le marché 5 millions de tonnes par an. Donc le gisement d'emploi dans le recyclage est énorme si on se retrousse les manches. Quelle activité économique peut se prévaloir d'un tel potentiel aujourd'hui d'emplois locaux, non délocalisables? C'est le cas aussi pour la lutte contre l'obsolescence programmée, qui permet de créer de véritables filières de réparation et d'économie aussi de la fonctionnalité sur les territoires. Nous devons développer la réparation, la réparabilité des produits, l'encourager. Je veux également vous dire que tout en élargissant les filières REP, nous vous avons entendu sur le fonctionnement de celles-ci. Vous aviez raison, effectivement. C'est la raison pour laquelle ce projet de loi repense leur gouvernance afin d'améliorer, au service des collectivités locales, leur efficacité. Enfin, parce que ce projet de loi donne aux maires, confrontés dans leur quotidien à la gestion des déchets, de nouveaux outils pour lutter contre les dépôts sauvages, comme je l'ai dit, et notamment par le renforcement des pouvoirs de police. Là aussi, nous vous avons écouté. Je souhaiterais maintenant revenir, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, sur le détail du projet qui a été examiné la semaine dernière par la Commission de l'aménagement du territoire et la Commission des affaires économiques, avant de m'attarder sur le remarquable travail qui a été conduit par les commissions saisies au fond sur le sujet, et pour avis. Ce projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 13 articles développait quatre grands axes. D'abord, donner au citoyen l'information qui lui est nécessaire pour agir en conscience, pour lui donner plus de pouvoir pour consommer des produits de meilleure qualité et des produits plus durables. L'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée, a révélé dans un rapport hier que la durée de vie des machines à laver avait diminué de 3 ans en moyenne au cours des 8 dernières années. Ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas l'économie du XXIe siècle que nous voulons créer. Et c'est tout l'objet des articles du premier titre de la loi sur l'information du consommateur, sur l'indice de réparabilité, sur la disponibilité des pièces détachées dans un délai raisonnable. Le but, c'est de favoriser le réflexe de réparation chez le consommateur, de mieux structurer les réseaux de réparateurs et, au bout du compte, d'allonger la durée de vie des produits. C'est bon pour la planète, c'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour l'emploi. Deuxième axe de ce projet de loi, c'est de donner aux citoyens les moyens d'agir pour la planète en adoptant le bon geste de tri, en harmonisant au plus vite la couleur des poubelles, comme nous le demandent massivement les Français, et en leur donnant une information claire sur le geste de tri. Je pense notamment à l'information 3, à l'article 3 sur l'infotri. Combien d'entre vous
n'a pas eu une discussion avec des Français qui nous disent « mais c'est tellement compliqué de trier les déchets en France, simplifions-leur la vie ». Troisième grand axe aussi de ce projet de loi anti-gaspillage, il est de donner aux collectivités les moyens d'entrer dans une nouvelle ère de la gestion des déchets, c'est-à-dire, et c'est le nerf de la guerre, de leur donner des moyens financiers. Ce projet de loi, dans ses articles 7, 8, 9 et 10, transfère, je l'ai dit, près de 500 millions d'euros aux collectivités. Le gouvernement a souhaité ce transfert parce que nous sommes persuadés que c'est aux producteurs, aux industriels, au secteur privé de gérer la fin de vie de ces produits. Mais aussi, pas que de penser à l'aval, mais aussi de penser à l'amont, de travailler sur l'amont, sur l'éco-conception, sur la réparabilité. Je l'ai dit, nous y reviendrons. La création de filières à responsabilité élargie des producteurs, par exemple sur les jouets ou encore sur les mégots. Pensez-y, les mégots, 2 milliards de mégots par an. 2 milliards se retrouvent chaque année dans les rues. Et personne ne se rend compte, ne serait-ce que dans une ville, partout. C'est le premier déchet qu'on trouve dans la nature avec les bouteilles en plastique. Et personne ne se rend compte qu'il s'agit de plastique qui est imbibé de substances toxiques. Un mégot, ça pollue 500 litres d'eau. C'est 4000 substances toxiques qui sont déversées dans la nature. Et ça, en plus de ça, ça coûte aux contribuables. Parce que vous soyez fumeur ou non, chacun paye l'ardoise à la fin. Donc nous devons donner des moyens aux maires, aux collectivités, de faire en sorte que les industriels du tabac prennent leurs responsabilités et luttent activement contre la pollution des mégots de leurs cigarettes. Il en est de même pour les articles de sport. 1 million de vélos sont jetés chaque année en France. 1 million, alors qu'ils pourraient être réparés, alors qu'ils pourraient être, ou pire, réparés ou réutilisés. Les articles de jardinage, les lingettes, les déchets du bâtiment, tout ça va permettre de considérablement alléger le poids des poubelles, de faciliter la vie des collectivités. Quatrième grand axe de ce projet de loi, c'est aussi de penser un nouveau modèle de fabrication et de consommation pour le siècle à venir. C'est-à-dire d'entrer notamment dans un siècle où on ne peut plus produire pour détruire. Parce que c'est ce qu'il arrive aujourd'hui. On produit encore pour détruire. Ça paraît totalement absurde et c'est la réalité d'une partie de notre système économique. Et c'est bien l'intention du titre 3 sur la lutte contre le gaspillage. L'article 5 prévoit l'interdiction de l'élimination des invendus non alimentaires est une première mondiale. La France a été pionnière sur le gaspillage alimentaire. Elle est à l'offensive aussi sur toutes les autres formes de gaspillage. Chaque année, c'est près de l'équivalent d'1 milliard d'euros de produits non vendus, non alimentaires qui est détruit. Pour les produits d'hygiène et de beauté, par exemple, rendez-vous compte, ça représente 180 millions d'euros, alors que dans le même temps, des associations d'aide aux démunis manquent de kits hygiène pour ceux qui en ont le plus besoin. Est-ce la société dans laquelle nous voulons vivre? Non. Est-ce que nous nous donnons les moyens d'y lutter contre ça et d'être pionniers dans le monde? Oui, et nous le faisons ensemble. Enfin, 5e grand axe de ce texte, c'est des dispositions plus techniques pour transformer la gouvernance des filières pollueurs-payeurs, pour mettre de la transparence et du contrôle dans la gestion des déchets. C'est la transposition aussi des directives européennes. Désormais, ce texte, ce n'est plus seulement le texte du gouvernement, c'est aussi le vôtre. C'est le texte du Sénat. Et à ce titre, je tiens à souligner que peut-être, en tout cas, je tiens à souligner que nous marchons et nous allons dans la même direction. Pardon. Je peux... Ah. Vous voyez, comme quoi parfois on a des réflexes. Alors nous courons, c'est pas le bien, nous courons dans la même direction, mesdames et messieurs les sénateurs. Nous voulons agir pour la même chose avec ambition, c'est la préservation de la planète. Et vous l'avez montré. C'est votre ambition. Elle est là, elle est collective et elle apparaît tout à fait dans toutes les modifications que vous nous avez proposées. Loin des clichés, vous avez souhaité illustrer vous aussi, votre engagement environnemental. Je vais citer à cet égard plusieurs des avancées que, de notre point de vue, vous avez apportées à ce projet de loi et sur lesquelles, avec mes services, nous avons travaillé. Des dispositions contre la publicité insistant au rebut. Le renforcement de la compétence des régions, des précisions sur les modalités d'étiquetage, des mesures pour lutter contre le gaspillage alimentaire, l'intégration de nombreuses dispositions prévues en ordonnance dans le fond du texte, notamment concernant le renforcement des pouvoirs de police des élus locaux
et le régime de sanctions applicable aux éco-organismes. Enfin, l'adoption au premier article de ce texte d'un amendement porté par le groupe communiste, inscrivant dans la loi l'objectif fixé par le président de la République de 100% de plastique recyclé. Sur tous ces points, j'applaudis des deux mains. Il y a peut-être aussi certaines divergences que nous aurions encore. Mais là encore, je crois que nous avons le même objectif. Ni vous, ni moi ne sommes arc-boutés peut-être sur une chose qui a effectivement fait l'objet de beaucoup de débats. C'est l'article 8 vous voyez, deuxième lapsus, qui concerne la consigne. Très objectivement, je crois que nous partageons, là aussi, quels sont nos objectifs communs, à vous, à nous, responsables élus. Avant tout, nous voulons protéger à tout prix, le système public de gestion des déchets. C'est quelque chose qui est remarquable, c'est une spécificité française, nous devons le préserver à tout prix. Nous voulons aussi permettre aux collectivités de ne pas regarder le train passé du changement de modèle qui se profile. Parce que la réalité, c'est qu'on le veuille ou non, et nous n'en avons pas les moyens, il y a des acteurs industriels qui veulent imposer des changements et qui veulent parfois les imposer sans mettre les collectivités locales dans la boucle. C'est le passage, c'est même une volonté, il y a deux choses. Il y a une volonté globale de la société d'aller vers une société de la réutilisation, du réemploi, du réutilisable. Et ça, mesdames et messieurs les sénateurs, et vous le savez mieux que moi encore, nous devons l'accompagner. Mais ce que nous ne pouvons pas tolérer, c'est qu'il y ait des entreprises qui, pour leur profit ou pour se verdir, utilisent certains moyens, comme par exemple la consigne, ce que j'appelle moi le déploiement de la consigne sauvage, sans mettre dans la boucle les collectivités locales. Troisième objectif que nous partageons ensemble, c'est de sortir du tout plastique pour aller vers le réemploi, vers la réutilisation. Quatrième objectif aussi que nous partageons, il est de répondre aux demandes répétées des Français d'instaurer un système qui leur permette, en plus de lutter contre la prolifération du plastique à la source, d'avoir les moyens de faire plus pour lutter contre la pollution plastique. 83% des Français, par exemple, interrogés, souhaitent qu'on leur donne plus de moyens pour lutter contre cette pollution-là. Ils souhaitent aussi qu'on leur donne plus de moyens pour consommer autrement, pour consommer plus en réutilisant, en réemployant les produits qu'ils ont. Donc, mesdames et messieurs les sénateurs, je cherche simplement en toute humilité à vous expliquer certains de nos choix. Je sais que certains s'y opposeront, je le comprends, mais moi je fais le pari de la sincérité devant vous. Pourquoi est-ce que nous avions inscrit dans le projet de loi anti-gaspillage le mot « consigne » ? Consigne pour recyclage, réemploi, réutilisation. Eh bien, pour plusieurs raisons. Parce que nous pensons que l'avenir de la consommation, c'est le réemploi et la réutilisation. Nous voulons emmener la France vers une société où le tout jetable n'a plus sa place. Vers une société dans laquelle la quantité d'emballages utilisés est drastiquement réduite. Et une société dans laquelle les emballages sont aussi tous, à terme, tous réutilisables. C'est la raison pour laquelle nous avons intégré dans les propositions que je présenterai au titre de l'examen 8 qu'aucun système de consigne pour recyclage ne soit mis en œuvre sans qu'il soit aussi adossé, d'une façon ou d'une autre, une consigne pour réemploi. Chaque année, malgré les efforts sans relâche et les performances remarquables de certaines collectivités, il y a à minima 200 millions de bouteilles d'eau, de bouteilles ou de canettes ou de briques qui se retrouvent dans la nature en France. Ce sont aussi près de 7 milliards de bouteilles de canettes sur les 16,7 milliards que nous consommons qui ne sont pas recyclés. Or, la tendance actuelle n'est pas bonne. La consommation nomade se développe, vous le savez mieux que moi encore, c'est la consommation hors foyer. Et nous voulons donner les moyens aux collectivités de faire face aux effets néfastes de ces modes de consommation. Les industriels aussi, à travers leurs éco-organismes, ils n'ont pas toujours honoré leurs engagements vis-à-vis des collectivités. Disons-le. Disons-le, je sais que vous le savez. Eh bien, aujourd'hui, ils ont décidé d'avancer de leur côté sans associer les collectivités. Vous le savez, vous comme moi, vous avez vu ça sur vos territoires. Il y a des grands industriels de l'agroalimentaire qui font alliance avec la grande distribution et qui installent des systèmes de consigne en vase clos, sans en parler aux élus, sans en parler aux collectivités locales. Est-ce le système
Mais vous avez raison, monsieur le sénateur, ne laissons pas faire. Absolument. Ne laissons pas faire. Travaillons ensemble pour faire en sorte que ça ne soit pas possible en France. Travaillons ensemble pour laisser au cœur du système de gestion des déchets en France, les collectivités, nos collectivités. Donnons les moyens aux collectivités, non seulement de pouvoir se défendre contre ce genre de choses, mais en plus de pouvoir accompagner les Français dans leurs demandes de modes de consommation qui sont différents. C'est ça l'objectif. Donnons aussi aux collectivités les locales les moyens de montrer et de travailler, comme ils le font déjà, de lutter contre une certaine opacité du système de gestion des déchets, après, en amont, au-delà de la responsabilité des collectivités. Rendez-vous compte, il y a des élus qui font un travail remarquable. Depuis des années de collecte, de tri, d'éducation. Et combien savent où finissent précisément les plastiques qu'ils vendent? Savent-ils seulement qu'ils finissent encore parfois, trop souvent, en Asie ou ailleurs? S'ils le savaient, et si leurs administrés le savaient, continueraient-ils à faire confiance à certains gros acteurs du secteur? Je n'en suis pas sûre. Des entreprises qui ont pignon sur rue, qui se vendent d'avoir les meilleures performances possibles, travaillent-elles en toute transparence? Disent-elles aux élus où finissent les déchets? Les maires peuvent-ils regarder les yeux dans les yeux leurs administrés en leur disant « Je vous assure, les déchets, je sais parfaitement où est-ce qu'ils vont. Je sais qu'ils ne vont pas en Asie. » Voilà, ça fait partie des questions que les maires et que les Français nous posent et auxquelles nous devons répondre. Il nous faut, mesdames et messieurs les sénateurs, défendre le système public de gestion des déchets. Dans son projet, nous avions fait le choix d'un principe de consignes larges dont les modalités resteraient à définir en concertation avec les parties prenantes concernées. Pourquoi? Eh bien parce que qui mieux que vous, je l'ai dit, mesdames et messieurs les sénateurs, est mieux placé pour définir et mettre en place un système de consignes qui soit protecteur. Cette méthodologie de travail, je l'ai partagée largement. J'ai eu l'occasion de vous dire que ce n'était pas, et nous pensons que mieux que personne, vous êtes les mieux placés pour mettre en place des garde-fous. Je l'ai dit au président Maurey, je l'ai dit aux rapporteurs, aux différents, à madame la rapporteure, à madame la co-rapporteure, je l'ai dit à beaucoup de nos parties prenantes, je l'ai dit récemment aussi. Et je souhaite que les débats qui vont s'ouvrir vont nous permettre de débattre pour mettre en place les garde-fous, pour réguler ce système, pour faire en sorte que les dindons de la farce ne soient pas les collectivités, mais bien plutôt les industriels et les grands industriels. Alors voilà certaines peut-être aussi des questions que j'ai. Je ne m'explique pas pourquoi il n'y a pas eu d'amendements de régulation qui ont été proposés. Je ne m'explique d'autant moins que les opposants au projet ont par exemple autorisé la consigne pour recyclage dans les territoires ultramarins. Ça voudrait dire que la métropole et que la France, donc, qu'il y aurait deux poids, deux mesures en France. En réalité aussi, nous pensons qu'il faut faire attention et veiller à mettre des garde-fous aussi sur la consigne pour recyclage, qui n'apporte pas, et en l'état, nous n'apportons pas suffisamment de garanties attendues par les collectivités locales pour répondre aux interrogations parfois légitimes que soulève ce nouveau système. L'amendement adopté en commission conduit in fine à laisser le champ totalement libre aux acteurs industriels de la boisson et de la grande distribution. Il leur laisse le champ d'organiser à leurs mains, sans concertation, un système de consigne dans lequel les collectivités seraient hors jeu et n'auraient pas leur mot à dire. Cela est d'autant plus grave que dans le même temps, de nombreux acteurs industriels se sont déjà organisés pour mettre en place sans contrainte ce que ce projet initial visait à encadrer. Et donc, c'est pour ça que nous vous proposons quelques amendements. Premier principe d'abord, c'est qu'un dispositif de consigne pour recyclage, si jamais il devait être mis en place, ne pourrait que permettre de soutenir et de renforcer les initiatives de consigne pour réemploi. Il n'y a pas d'opposition entre les deux systèmes et bien au contraire de nombreuses synergies. Aucun système de consigne pour recyclage ne pourra être mis en œuvre sans qu'il soit adossé en parallèle un objectif de réemploi pour la filière emballage. Deuxième principe, ce dispositif a un impact financier positif pour les collectivités à travers deux leviers. 1. La réaffirmation
de ce que prévoit la loi Grenelle 1 sur la prise en charge par l'éco-organisme de 80% des coûts nets optimisés du bac jaune, la collecte et le tri. Et ce qu'il y ait disparition ou non des bouteilles PET, des canettes, en admettant que ce soit le scénario retenu. Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le bac jaune, ce serait le cas. Cette mesure législative est sanctuarisée par une directive européenne de 2018. Nous le réaffirmons dans le texte et nous pourrons le faire par voie d'amendement. D'autre part, les bouteilles collectées par le bac jaune pourront être déconsignées en sortie de centre de tri. Il s'agit de montants très importants. Il s'agit de montants qui sont environ 5 fois supérieurs au soutien qui est versé à ce jour par Citeo pour la collecte et le tri de ces mêmes bouteilles. On estime même que cela pourrait représenter un gain financier pour les collectivités compris entre 50 et 124 millions d'euros par an selon des hypothèses retenues de la consigne et sur le volume de bouteilles captées par le bac jaune. Troisième principe, les collectivités territoriales doivent être associées à la gouvernance du système de consigne qui est mis en place. Rien ne pourra être fait sans les collectivités locales. Les collectivités locales doivent avoir leur mot à dire sur les conditions, sur les modalités de leur déploiement, notamment sur l'emplacement même des machines, pour accompagner les politiques de redynamisation territoriale, notamment pour éviter que les machines à déconsignation, si un jour elles devaient voir le jour de façon massive, se retrouvent sur les parkings des supermarchés, modèle contre lequel nous nous élevons tous. Soyons cohérents. Elles doivent pouvoir également, si elles le souhaitent, acquérir des machines et être rémunérées par l'éco-organisme pour le service rendu. Nous poursuivrons aussi, bien entendu, comme je l'ai dit, la consignation qui est initiée depuis 2019 avec les collectivités dans les prochaines semaines, avant l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, pour définir ensemble la gouvernance du dispositif, son financement, son organisation à la lumière des questionnements et des recommandations qui seront apparus lors de l'examen du projet de loi au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cet amendement, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, je le défendrai au cours de nos débats parce que je crois que nous avons le même objectif. Il est de définir un cadre le plus sécurisé, le plus sécurisant pour les collectivités. Notre volonté est bien d'agir comme les garants de l'intérêt général, comme vous, pour s'assurer que les conditions de mise en œuvre d'une consigne généralisée, si elle devait voir le jour sur le territoire, alors qu'elle réponde bien à une ambition environnementale, à un intérêt économique et qu'elle soit déployée de manière complémentaire à notre outil de collecte de tri organisé depuis des années et qui fonctionne très bien et géré par les collectivités territoriales. Mesdames et messieurs les sénateurs, les sénatrices et les sénateurs, j'en arrive au terme de cette longue présentation. Mais vous n'en avez pas fini avec moi. Et je suis heureuse d'engager avec vous un débat constructif, un débat apaisé. Je veux, pour conclure, vous dire combien ce projet de loi constitue la première brique de ce nouveau modèle de société que nous devons inventer ensemble. Un modèle qui valorise un rapport différent et, oserais-je, plus sain à notre environnement et aux objets qui peuplent nos quotidiens. Une société capable de produire de la richesse à partir de la richesse déjà produite, et non simplement en creusant un peu plus profond encore dans les ressources d'une terre qui exprime presque chaque jour son épuisement. Une société aussi qui crée des emplois pour tous, qui ait du sens grâce à une nouvelle économie. Une société progressivement libérée du plastique. Une société écologique qui partage les responsabilités pour ne pas faire peser sur quelques-uns seulement la charge des excès de tous les autres. Nous aurons bien sûr des discussions sur des détails et parfois, je sais, peut-être des désaccords. Mais il nous appartient ici, au-delà des habitudes et parfois des rentes, de ne pas perdre de vue cette grande ambition. Parce que là encore, comme disait Romain Gary, l'inaccessible, on le fabrique soi-même. Et donc, je vous remercie et je me réjouis d'avance des débats. Merci Madame la Ministre. Je vais maintenant donner la parole à